a topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta. Et bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue, c'est un plaisir renouvelé d'être ici avec vous et on a l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un qui est diplômé d'une école supérieure de commerce. Il était cadre supérieur pendant plusieurs années, il a pratiqué et puis enseigné en parallèle l'aïkido pendant 17 ans. Il s'est formé en même temps aux techniques énergétiques orientales pendant 8 ans. Il est diplômé en shiatsu et spécialiste des techniques énergétiques chinoises qu'il a étudiées depuis 1978. Il s'est formé également pendant 7 ans à la psychologie occidentale et aux techniques de relaxation. Il est praticien professionnel en shiatsu, psychoénergéticien et consultant. Alors, on accueille avec plaisir Michel Odoul, bienvenue. Bonjour Michel Odoul. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous et donc on va justement débuter pour que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre qu'est-ce qui vous a amené, quelle était votre motivation pour changer votre vie, votre parcours de vie. Donc vous étiez dans le monde de l'entreprise et après vous tournez vers tout ce que c'est l'énergie, le shiatsu. Vous êtes même le fondateur de l'association française de shiatsu. Oui, de l'Institut français de shiatsu, oui. C'est vrai que c'est tout un parcours qui est ce qu'on appelle un parcours atypique, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais quelqu'un qui travaillait dans le monde de l'entreprise. J'étais un cadre supérieur qui, bien entendu, comme tous les cadres supérieurs, était stressé. Et un jour, un ami me dit, mais tu sais, pour te détendre et te faire du bien, quoi, fondamentalement, il existe un art martial japonais qui est vraiment très très intéressant, qui s'appelle l'aïkido. Tu devrais aller pratiquer cela. Et donc, je suis allé un jour assister à un cours d'aïkido. Effectivement, ça semblait répondre aux besoins qui étaient le mien à ce moment-là. Et j'ai commencé à suivre des cours d'aïkido. J'ai commencé à me former à cet art martial, dans lequel je trouvais effectivement un certain nombre de réponses aux tensions rencontrées dans le monde du travail. Et puis parallèlement à ça, le formateur, le maître japonais de l'époque, était également formateur en shiatsu. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était le shiatsu, hein, une technique de santé, la deuxième médecine douce officielle du Japon. Et j'ai décidé avec mon épouse d'aller suivre un module d'initiation de journée à cette technique particulière qui s'appelle le shiatsu. Et à l'époque, mon épouse qui avait mal à un genou avait consulté médecin, rhumatologue, on avait passé des radios, fait les examens et la médecine occidentale disait à mon épouse, madame, vous n'avez rien. Alors mon épouse était ravie de ne rien avoir, mais elle avait mal au genou et elle boitait quand même. Lorsque nous sommes arrivés au cours de shiatsu, le maître japonais voit mon épouse qui boitait comme ça et lui demande qu'est-ce qu'elle a. Elle lui explique donc ce qui lui arrivait. Il l'a fait allonger sur le futon au sol, il a pris sa jambe, il est allé appuyer très fortement sur un point au niveau de sa cheville. Mon épouse a poussé un hurlement et elle n'a plus jamais eu mal au genou depuis. Ça c'est magique. C'était absolument magique. Nous avons pris ce jour-là une vraie gifle culturelle, puisque nous rencontrions une approche qui nous semblait totalement exotique, qui amenait des réponses dans des domaines, dans des champs dans lesquels notre connaissance occidentale à nous ne permettait pas de le faire. Et c'est ce qui nous a effectivement fascinés, et donc à partir de là, j'ai décidé de commencer à me former vraiment à cette technique-là. Est-ce qu'on peut savoir le nom de ce maître japonais dont vous parlez ? Oui, c'était l'un des 3 grands maîtres d'aïkido qui avait été envoyé en France par le fondateur de l'aïkido
Et ce maître-là s'appelait maître Nakazono. Nakazono. Comme ça, est-ce que vous avez connu maître Tamura? Alors maître Tamura, je l'ai croisé sur des tatamis, hein, mais l'époque, si vous voulez, a été une époque qui a été un peu chaude pour la pratique de l'aïkido, puisque la fédération qui regroupait maître Nakasano, maître Noro et maître Tamura, pour des raisons, je pense, politiques et internes, a explosé, et donc il y a 3 sous-fédérations qui se sont créées, dont maître Tamura qui est parti dans le midi de la France, maître Noro qui a arrêté l'aïkido et qui a créé une méthode particulière qui s'appelle le kinomichi, et maître Nakasano qui est parti aux États-Unis, enfin au Nouveau-Mexique, dans la région de Santa Fe. Ok, super. Donc, maître Tamura, moi, j'ai aussi le plaisir d'être un pratiquant d'aïkido, et donc nous, on appartient à l'école, si on peut dire comme ça, de maître Tamura. C'est un grand monsieur. Voilà, j'ai malheureusement pas, je l'ai côtoyé en le croisant sur des tatamis, mais qui étaient des tatamis où il y avait 200 ou 300 participants, lorsqu'il y avait des grands stages qui étaient organisés, ou qu'il y avait des maîtres japonais comme Yamaguchi, ou etc., qui venaient à Paris. Mais c'est un monsieur pour lequel nous avions tous beaucoup de respect. Alors, qu'est-ce qui vous a, après tout ça, donc après vous avez commencé votre formation dans le domaine du shiatsu, oui. et donc vous étiez convaincu de cette approche. Absolument. Pour guérir le corps. Oui, absolument, et ça m'a d'ailleurs tellement fasciné que ça prenait de plus en plus de temps. Donc au début, j'ai commencé à me former sur les week-ends tout en continuant à travailler. Puis après, j'ai suivi des cours du soir, et puis il est arrivé un moment où ça devenait absolument ingérable et incompatible. Et donc, il y a, effectivement, au début des années 80, j'ai pris une décision assez radicale, parce que le shiatsu n'était quand même pas un débouché formidable et quelque chose de très connu à l'époque, mais j'ai décidé de tout quitter pour me consacrer uniquement à améliorer ma formation dans le domaine. J'ai donc quitté le monde de l'entreprise, et je me suis formé de façon plus professionnelle au shiatsu par des cours intensifs, enfin, etc. Alors, il y en aura sûrement des auditrices et des auditeurs pour lesquels peut-être le mot shiatsu n'est pas trop parlant. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication, une synthèse de en quoi concerne le shiatsu et qu'est-ce que ça veut dire peut-être le mot shiatsu? Oui. Alors, le mot shiatsu, il est composé de deux idéogrammes, shi et atsu, qui veulent dire pression des doigts. Et donc c'est une technique corporelle, c'est une sorte d'ostéopathie orientale qui travaille sur des points, des zones particuliers du corps, des trajets de méridiens d'acupuncture, des points d'acupuncture précis, et dont le but et l'idée fondamentale est que, à travers le fait de rétablir la bonne et libre circulation des flux vitaux qui peuvent exister dans le corps, on va permettre à celui-ci, si jamais il l'a perdu, de retrouver l'état de santé. On est donc dans une logique qui est à la fois corporelle, qui travaille dans la densité. Il y a des techniques de repositionnement vertébral, il y a des techniques de travail sur des tensions musculaires, etc., mais également dans une technique qui est profondément en référence et appuyée sur les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise et sa lecture énergétique que l'on connaît à travers l'acupuncture. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui par la digicompondure? Alors, la digitopuncture, c'est une technique qui travaille effectivement avec les doigts sur des points d'acupuncture précis, mais dans une lecture, on va dire entre guillemets, plus symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a un tel type de problème, on va appuyer sur tel point ou sur tel autre point. Et donc la digitopuncture est une des formats légers, on va dire, du shiatsu. Le shiatsu a comme particularité d'être aussi une technique qui travaille dans la globalité, c'est-à-dire qu'avant d'aller travailler le spécifique sur tel ou tel point particulier, il y a toujours une technique de rééquilibrage global, c'est-à-dire qu'on travaille aussi, et de façon première, sur la notion du terrain. On rétablit d'abord le terrain, on repositionne les éléments corporels qui peuvent être éventuellement en tension, on fait un travail sur des points particuliers du dos qui s'appellent des points d'assentiment, qui sont des sortes de points de purge, des points de vanne qui permettent de rééquilibrer globalement l'ensemble des méridiens, et ensuite on va aller faire un travail spécifique sur les points qui peuvent en avoir besoin, après avoir fait une technique de prise de pouls particulier qu'on connaît en énergétique, et après avoir conduit un entretien pour aller identifier quel est le déséquilibre fondamental qui concerne la personne. Mais très bien. Alors, moi, je sais que vous avez écrit plusieurs ouvrages, donc j'ai quelques-unes devant moi, mais si vous pouvez, parce que vous le connaissez mieux que moi,
quels ont été les ouvrages pour vous les plus importants que vous avez écrits jusqu'à présent? Je pense que il y a toujours un ouvrage qui est important, c'est le premier qu'on écrit, parce que c'est celui qui nous met le pied à l'étrier et qui nous donne finalement ce virus particulier qui est celui de l'écriture. Et mon premier ouvrage, qui s'appelle L'harmonie des énergies, était le premier qui a tenté de poser des bases référentielles au shiatsu. Le deuxième ouvrage le plus majeur, qui est celui qui m'a amené le plus de notoriété, est un ouvrage qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui est celui qui évoque la question du sens qu'on peut mettre dans les tensions corporelles qu'on ressent. Est-ce qu'il y a quelque chose à y comprendre? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec nos vécus? Et le troisième ouvrage majeur, je pense que c'est le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Shiatsu Fondamental, et qui est un ouvrage dans lequel, justement, je reviens sur ces bases référentielles fondamentales du shiatsu, et j'explicite, il y a plus de 850 photos dedans, quelles sont toutes les techniques de shiatsu qu'on peut utiliser, qu'on peut pratiquer. À l'intérieur et au milieu de ces trois pôles, on va dire, majeurs, j'ai écrit un certain nombre d'autres ouvrages qui sont en lien avec l'ère énergétique ou la question du sens, et notamment un qui s'appelle « Dis-moi non pas où tu as mal, mais quand tu as mal », qui, non content d'apporter une réponse à la question « Pourquoi j'ai cette tension ou cette douleur ?», mais répond à la question « Pourquoi maintenant ?» C'est-à-dire qu'on a souvent constaté dans notre vie que, on avait des pathologies, des maladies ou des accidents dans des périodes un peu particulières, ou parfois même de façon récurrente, de façon répétitive, et quels peuvent être les cycles de vie qui peuvent être mis en lien avec cela. Et tout ça en m'appuyant sur une symbolique de la mythologie grecque et gréco-romaine, entre autres. Mais si, à l'intérieur de tous les ouvrages, il y en a un qui a été celui qui a fait le plus de buzz, comme on dit quand on parle aujourd'hui en termes d'Internet, c'est vraiment « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », parce que ce livre qui, cette année, fête ses 20 ans, est un ouvrage qui, pour la première fois, a amené d'une façon lisible et claire le fait qu'on puisse envisager que derrière une maladie ou un traumatisme, il puisse y avoir du sens et quelque chose à comprendre. Et à travers ça, la manière avec laquelle on peut reconstituer des liens entre le corps et l'esprit qui ont été perdus en Occident, quelles qu'en soient les raisons, et que l'Orient n'avait pas perdu, lui. Et qu'à travers certaines théories essentielles de la médecine traditionnelle chinoise, on pouvait reconstituer. Alors, je veux bien prendre ce lien que vous nous apportez. Moi, j'ai eu le plaisir de lire en quelques-unes de vos ouvrages, en commençant par celui-là que c'était vraiment quelque chose qui m'a touché. C'est « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc déjà, ça m'a mis dans la voie d'écouter plus mon corps. Mais si on prend ce que vous avez dit au début, quand vous étiez dans le monde de l'entreprise, vous étiez soumis à un niveau de stress élevé. Oui. Alors, est-ce que le shiatsu et cet ouvrage que vous avez écrit, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », on peut faire un lien avec le stress. Est-ce que le stress, il se manifeste dans le corps par certains symptômes? Bien sûr. Alors les symptômes peuvent être très très variés. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'adaptation. C'est-à-dire c'est ce que vivent et ressentent les individus lorsqu'ils sont confrontés à des vécus ou des sollicitations environnementales auxquelles ils ont de plus en plus de mal à répondre. À partir de ce moment-là, l'organisme et les structures non conscientes de l'individu qui vivent cette tension, cette nécessaire réponse au monde extérieur comme une tension, comme une contrainte, voire comme quelque chose de pathogène, vont tenter de réagir. Nous avons dans le corps à ce moment-là des systèmes biologiques qui sont adaptés à cela, qui sont le système neurovégétatif au niveau nerveux et le système endocrinien au niveau glandulaire. Et ces systèmes corporels mettent en place des réactions, des mécanismes qui vont se traduire au bout d'un certain temps, plus ou moins rapidement, par des signaux qui, s'ils ne sont pas entendus et ne sont pas respectés, vont finir par produire des tensions encore plus grandes, voire conduire l'individu à des comportements accidentogènes ou pathogènes. Donc la notion du stress est une notion de tension que l'individu a de plus en plus de mal à gérer. Comment ça se traduit dans le corps? Ça va se traduire de différentes manières. Une des façons très simples de voir si on est sous stress, c'est par exemple si quand on se réveille le matin, on a l'impression d'être plus fatigué que quand on s'est couché le soir. Ce sont tous ces moments où on commence à avoir des tensions corporelles, des douleurs de dos, des migraines, des tensions de nuque, des phénomènes comment on va dire ça, d'intoxication du corps, etc. Il faut savoir que sous stress, l'individu se met en sous-ventilation, en sous-respiration, voire même parfois en apnée. Et que donc ça, au bout d'un certain temps, ça finit par intoxiquer, par asphyxier le corps au niveau cellulaire. Ça, bien entendu, ça a des factures à des moments donnés.
Le stress étant en plus quelque chose qui produit sur le plan psychique une nécessité à se protéger, à se défendre, va amener par incidence des comportements de type alimentaire ou compensatoire qui vont finir par fragiliser le terrain corporel et constituer des bases soit fragilisantes de l'immunité, on va tomber plus facilement malade, on va avoir plus facilement la grippe, on va avoir plus facilement des indigestions, etc., soit avoir des comportements qui, de par eux-mêmes, vont devenir pathogènes, on va se mettre à manger du sucre, on va se mettre à fumer, on va se mettre à devenir agressif au volant, etc., etc. En fait, on va repérer le fait qu'on soit sous stress à partir du moment où on constate ou que le monde qui nous environne nous fait constater que nous sommes en train de devenir quelqu'un qui est tendu, qui est nerveux, qui est agressif, qui est réactif, qui devient épidermique, ou voire éventuellement, parce que ça arrive suivant pour certains individus, qui au contraire devient apathique. Nous avons des gens qui sont des introvertis, qui eux ne vont pas essayer d'expulser et d'exprimer le stress. À ce moment-là, ils vont le retourner contre eux. Mm-hmm. Alors, si je synthétise, donc le stress, il est quand même la conséquence de la perception que nous avons des événements qui arrivent dans notre vie. Absolument. Il y a une part importante du stress qui est quelque chose qui est tout à fait relatif et subjectif. Le même événement ne va pas stresser tout le monde. En revanche, il y a des seuils au-delà desquels tout le monde sera stressé. Mm-hmm. Tout est une question de entre guillemets de dosage, si vous voulez. Et donc, vous avez des individus qui sont plus ou moins en capacité, quelles qu'en soient les raisons, meilleure santé physique, meilleure santé psychique, caractère plus optimiste naturellement, etc., qui seront mieux à même de résister aux sollicitations du stress. Vous avez des gens qui sont des guerriers et des combatifs, s'ils sont sollicités par un environnement stressant, ils vont être capables de répondre. Mais en même temps, il y a des seuils au-delà desquels personne ne peut résister. Et si vous êtes dans un environnement où les pratiques habituelles du monde du travail sont du harcèlement et de la pression quotidienne et permanente, il y a un moment donné où, quel que soit l'individu, il finira par ne pas pouvoir résister. Et à partir de ce moment-là, devra trouver une manière de décompenser ça. Alors, si on met, comme on dit, l'église au milieu du village, la première chose, c'est qu'on a un patrimoine génétique qu'on a hérité et qui nous rend plus avec plus de propension pour être plus stressé au moins. Donc ça, c'est un premier point de vue. Après, si on va dans le monde de la pratique, quelqu'un qui va voir un professionnel du shiatsu et qui a son niveau de stress, il est très élevé. Est-ce qu'il y a une approche particulière? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites particulièrement pour aider la personne sur le stress? Oui, si vous recevez un cabinet, pour où commencez-vous sur le stress? Il y a différentes manières de répondre à ça. D'abord, il y a des entreprises qui font appel à des intervenants en shiatsu pour faire des séances de shiatsu assis dans le cadre de l'entreprise, pour apprendre des techniques de do-in, pour apprendre à se déstresser. Pour ce qui est de la consultation individuelle, de ce que le shiatsu peut apporter, c'est évidemment un outil majeur, c'est un outil fondamental pour gérer le stress, pour lutter contre lui. Face au stress, le shiatsu va amener deux choses fondamentales. Il va amener tout d'abord une détente physiologique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, un individu qui est sous stress est quelqu'un qui est tendu, physiquement et psychiquement. Lorsque la détente musculaire arrive, l'individu va se remettre à respirer beaucoup plus correctement et va avoir un sommeil de bien meilleure qualité, une bien meilleure récupération. Parallèlement à cela, le praticien en shiatsu va utiliser également des techniques qui vont permettre d'aller travailler sur les énergies qui sont concernées par la gestion du stress, notamment les reins et la vessie. Il faut savoir que les reins, à travers les glandes surrénales, l'adrénaline, la noradrénaline, les corticoïdes naturels, etc., et les reins sont les organes qui sont ceux de l'adaptation au stress. Lorsque cette énergie est en fragilité, l'adaptation au stress sera mauvaise. Si l'on renforce cette énergie, l'adaptabilité sera meilleure. Il y aura donc des techniques de travail sur les méridiens d'acupuncture du rein et de la vessie, voire éventuellement du poumon, qui est l'énergie qui gère la capacité de l'individu à se protéger face au monde extérieur. Il y aura donc tout un travail que le praticien en shiatsu va mettre en place, qui va aider la personne à la fois à éliminer et évacuer les stress déjà emmagasinés et à renforcer sa capacité de résistance au stress à venir. Et puis parallèlement à ça, les praticiens shiatsu, en tout cas à minima, je ne peux pas parler pour tous les praticiens du monde, mais ceux qui sont formés dans mon institut, ça c'est une évidence, ce sont des gens qui sont également formés à être capables de donner des conseils sur le plan alimentaire, sur le plan respiratoire,
sur des techniques qu'on peut utiliser si on a du mal à s'endormir le soir, comment on peut faire, comment on peut apprendre à mieux respirer, comment répondre à une situation de stress, quels sont les aliments qui sont les plus favorisants et quels sont ceux qui sont les plus intoxicants et qui par conséquent vont générer justement des radicaux libres et faire que l'individu résiste moins au stress. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans le travail que le praticien va faire avec la personne qui vient consulter pour la question du stress, tout un travail à la fois physique sur le corps, à la fois énergétique sur les méridiens et les points d'acupuncture, et à la fois dans la phase de l'entretien et dans les conseils comportementaux que l'individu pourra mettre en place au quotidien. Je vous entends très bien. Alors, on pourrait presque résumer, je sais pas si c'est réducteur, mais derrière tous les stress qu'on a, il y a une peur. Ah oui, mais le stress, en tant que syndrome d'adaptation aux sollicitations du monde extérieur, le stress qui s'appuie donc sur ces énergies des reins et de la vessie, que ce soit dans la réalité physique ou dans la réalité énergétique, il vient rentrer en connexion et en conflit directement avec un archaïsme fondamental de l'individu qui appartient à son cerveau reptilien, qui est la notion vie-mort, la notion de survie. On est donc là dans des vécus et dans des énergies qui concernent directement ce champ-là. D'accord. Alors, j'aimerais bien venir sur le livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Oui. Alors, qu'est-ce que ce livre il peut apporter à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le sujet, mais que à partir d'aujourd'hui, il se sent interpellé, il a envie de découvrir un peu. Qu'est-ce que ce livre il peut l'apporter? Quelles sont les réponses qu'il peut avoir et en quoi ça va déboucher comme solution? Alors, le but majeur de cet ouvrage, et j'ai énormément travaillé sur l'écriture justement de ce livre, c'est d'être une sorte de révélateur capable de parler aux néophytes, aux gens qui ne se sont jamais posé la question ou jamais intéressés à ça, comme de répondre d'ailleurs aux gens qui ont commencé à se poser des questions mais qui ne trouvent pas de réponse et qui ne trouvent pas de sens. L'idée de fond, c'est quoi? L'idée de fond, c'est de comprendre que le corps étant le véhicule de l'esprit, si le corps et l'esprit sont en équilibre et sont en harmonie, a priori, on va ressentir un vécu d'état de santé, d'état d'équilibre global. À partir de là, si on considère que les choses sont bien faites dans le monde et dans la vie, ce que les orientaux disaient, on va peut-être pouvoir considérer que le corps et l'esprit fonctionnent à l'identique avec des éléments de résonance. On sait par exemple pertinemment que l'estomac qui sert à gérer et à digérer la matière, c'est-à-dire les aliments matériels que nous avons mangés, peut être mis en résonance avec le psychisme. Et les gens qui, sur le plan psychique, réfléchissent et raisonnent, donc gèrent beaucoup la matière, comme par exemple les hommes d'affaires, sont des gens qui sont très fréquemment sujets aux ulcères à l'estomac. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de lien qui existe au plus profond de l'individu entre les différentes parties du corps et les différents pans du psychisme qui sont les siens. À partir du moment où on fragilise le corps pour une raison donnée, le psychisme va finir par avoir des conséquences. Si par exemple on est quelqu'un qui a beaucoup trop mangé le midi, l'estomac est très chargé, il a besoin de beaucoup d'énergie, ça va se faire aux dépens de la capacité de l'individu à réfléchir. D'ailleurs, quand on a trop mangé le midi, on réfléchit mal l'après-midi. C'est vrai. À l'inverse, quelqu'un qui réfléchit énormément, comme des étudiants qui révisent dans les phases d'examen, ou comme les hommes d'affaires dont je parlais tout à l'heure, s'ils sont vraiment tout le temps dans cette réflexion, le besoin d'énergie qu'ils ont pour réfléchir, c'est-à-dire gérer la matière, va se faire aux dépens de l'organe, et ils se mettent à avoir des aigreurs d'estomac ou des ulcérations. Et on peut faire ainsi constituer des liens qui sont des liens qui vont fonctionner avec l'ensemble du corps. On sait pertinemment que c'est le cœur qui est en lien avec les émotions. Quelqu'un qui ressent une vive émotion, il a son cœur qui se met à battre plus vite. À partir de là, si on peut établir une cartographie relativement simple de la manière dont le corps est en lien avec les différents vécus, on pourra sans doute envisager que quand on est confronté à une tension physique, elle est sans doute parlante de quelque chose qui se pense au niveau émotionnel chez l'individu. Et là, on retrouve une intelligence incroyable du corps. C'est-à-dire, j'illustre souvent ça à travers un exemple qui est celui d'une personne timide. La personne timide, quand vous la mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, elle se met à rougir. On voit donc comment une émotion, la timidité, a fini par produire quelque chose sur le plan physique. Comment ça s'est passé sur le plan physique? C'est extrêmement simple. Il y a un système physique qui est très en prise avec le monde émotionnel, qui s'appelle le système endocrinien. La personne timide, mise en présence de quelqu'un qui l'impressionne,
à sécréter deux hormones particulières, une qui s'appelle l'adrénaline, l'autre qui s'appelle la noradrénaline. Quel est le rôle de l'adrénaline? L'adrénaline, c'est une hormone qui a pour effet, par exemple, entre autres, de dilater les vaisseaux sanguins pour permettre que du sang arrive dans des parties du corps où on en a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé chez le timide? Il a rougi, donc il y a des vaisseaux qui se sont dilatés, qui ont amené du sang dans une zone du corps qui s'appelle le visage, et le timide a rougi. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est la deuxième hormone qui s'appelle la noradrénaline. Parce que le timide, quand il rougit, il ne rougit pas du dos ou de la plante des pieds. Il rougit d'une zone précise du corps qui est le visage. Et là, on va rencontrer l'intelligence du corps. Parce que la noradrénaline, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu, a déterminé qu'il fallait que l'adrénaline qui était présente dans tout le sang de l'individu ne devait agir qu'au niveau du visage. Or, que représente le visage? Eh bien, c'est ce qu'on met en photo sur les pièces d'identité, c'est-à-dire l'identité de l'individu. Et on voit que le corps dit très clairement, puisqu'il y a le feu au niveau du visage, que l'individu timide qui rencontre une personne qui l'impressionne, eh bien, est en train de vivre une émotion qui remet en question son identité, puisque c'est la fragilité de la personne qui est timide. Et l'ensemble des manifestations physiques peuvent être comprises de cette façon-là, d'une manière extrêmement simple, d'une manière, je cite je ne sais pas combien d'exemples dans ça pour les différentes manifestations corporelles qui peuvent exister. Alors, assez souvent, on trouve ça chez un adolescent qui est amoureux. Oui, bien sûr. C'est le même processus biologiquement. Oui, l'amour n'est rien d'autre qu'une émotion. Tout à fait, c'est un processus biochimique. Et voilà, c'est un processus biochimique qui se manifeste dans une zone particulière du corps, qui est le visage, parce que la personne qui est amoureuse, elle est sensible, elle est très émue sur elle-même, sur ce qu'elle est, sur son identité, sur son image. Alors on peut mettre en relation tout ce que c'est émotion, parce que tout se rapporte au psychisme. Le psychisme, si je comprends bien, il est à l'origine de presque toutes les émotions que l'être humain il peut en avoir. Absolument. Il est à l'origine même de la manière dont l'être humain se comprend, se conçoit. Il est à l'origine de la manière dont l'être humain se motive, a envie ou non de vivre un certain nombre de choses et de les faire. Il est à l'origine de comportements, la plupart du temps non maîtrisés, que Freud avait étudiés à travers l'acte manqué, etc., etc. C'est-à-dire que le psychisme est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est le moteur de notre vie. C'est ce qui fait la particularité des êtres humains. Alors, en parlant de psychisme, on peut parler d'un système de croyance. C'est ce qui fait la différence entre chaque être humain. Donc, le système de croyance, il va me donner une perception face au même événement différent d'une autre personne. Voilà, le système de croyance, c'est un filtre. C'est le filtre à travers lequel l'individu perçoit et comprend le monde. Donc il va le percevoir et le comprendre à travers les références qui sont les siennes. Mais en même temps, il y a à l'intérieur de la réalité humaine des principes qui sont des principes universels. Au niveau du psychisme, c'est ce que Jung avait étudié à travers ce qu'il appelait les archétypes. Quelles que soient les cultures, les périodes ou les époques, il y a un certain nombre de grands archétypes inconscients fondamentaux qui sont les mêmes de façon universelle. De la même manière que, quels que soient les peuples, les époques ou les individus, les êtres humains ont deux jambes, deux bras, une tête, deux yeux, etc. C'est-à-dire qu'il y a des constitutions qui sont des constitutions, malgré tout, qui sont universelles, et ensuite, à partir de là, il y a des déclinaisons qui sont propres aux histoires, aux cultures et aux vécus des individus. Alors, ça m'amène à une autre réflexion, parce qu'une émission précédente, on a discuté sur les addictions, et j'aimerais avoir votre avis sur les addictions et comment vous le comprenez sur le point énergétique du corps. Le problème de l'addiction, c'est quelque chose qui est en fait un mécanisme qui est mis en place inconsciemment chez l'individu afin de compenser quelque chose qui inconsciemment n'est pas géré dans sa vie. Le phénomène de l'addiction amène à ce moment-là l'individu à, de façon compulsive, être dans une recherche absolue de compensation de la tension vécue du moment. Ensuite, en fonction du type d'addiction, on va pouvoir en comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Si par exemple on prend l'alcool comme référence, le bénéfice entre guillemets caché de l'alcool, il se joue à travers deux axes majeurs dominants. Un premier axe qui est celui de la recherche du pardon et de l'amour inconditionnel, et c'est pour ça que la personne qui est dans ces addictions-là, même si en apparence elle se cache, s'arrange toujours pour se faire prendre. Et la deuxième des dimensions du bénéfice caché qu'il y a derrière l'alcool,
c'est que cette addiction-là est une addiction qui détruit un organe particulier qui s'appelle le foie. Or, le foie, c'est l'organe qui est porteur de la conscience du moi de l'individu. Il répond psychoénergétiquement parlant à la question « qui suis-je ?» Or, l'individu qui est dans une addiction à l'alcool est une personne dont la conscience de lui-même est dégradée et qui rentre dans un processus suicidaire de dégradation de l'image du soi. Ok, alors si on prend par exemple la cigarette, parce que c'est assez souvent un sujet qui vient... Oui. La cigarette est un outil qui est destiné à exciter l'énergie du poumon. L'énergie du poumon est une énergie qui a un rôle particulier, qui, en dehors de la respiration et de l'oxygène que ça apporte au corps, il faut savoir que le poumon est en lien avec une partie du corps qui s'appelle la peau, qui est l'enveloppe qui protège le corps par rapport au monde extérieur. Et cette peau, qui est aussi un organe de respiration, est un outil remarquable de protection par rapport au monde extérieur. Et donc l'énergie du poumon a ce rôle de donner à l'individu la capacité de se protéger par rapport aux agressions, aux sollicitations du monde extérieur. Lorsque quelqu'un est dans une situation de stress ou de tension, il peut avoir tendance, s'il vit ça comme une agression, à chercher à se défendre en excitant cette énergie du poumon. Et c'est ce qu'il fait en prenant une cigarette. D'ailleurs, quelqu'un qui est stressé, qui prend une cigarette, il allume la cigarette, il tire une première bouffée. Qu'est-ce qu'il fait alors à ce moment-là? Il se détend et il expire profondément. C'est-à-dire que le but qui est recherché là, à travers la cigarette, c'est de se protéger face au monde extérieur. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'arrêter de fumer si on ne change pas la manière avec laquelle on respire et la manière avec laquelle on se positionne par rapport à ce monde extérieur. Alors, un shiatsu, est-ce que vous avez des techniques particulières pour aider les gens, par exemple, à arrêter de fumer? Il y a des techniques particulières, il y a des points particuliers qui peuvent être travaillés, il y a des exercices qui peuvent être faits à la maison, mais par rapport à la question de la cigarette, comme à toutes les autres addictions, il y a une chose qui est une chose clé, quelle que soit la technique qu'on utilise, il faut absolument que la personne ait décidé de le faire et en ait vraiment envie. Et donc là-dessus, il y aura un travail de clarification à faire sur la véritable valeur de la demande. Parce que, et tous les gens qui travaillent sur cette question des addictions, et notamment de la cigarette, ils vous diront finalement qu'à un moment donné, la cigarette qui est la plus difficile à mettre de côté n'est peut-être pas obligatoirement celle qui est censée répondre à un besoin de nicotine, mais celle qui est liée à des habitudes précises. La cigarette après le café ou après le repas, la cigarette qu'on partage avec les gens, etc. C'est-à-dire qu'il y a derrière le geste de fumer et d'allumer une cigarette quelque chose qui va bien au-delà de la simple question de l'addiction à la nicotine. C'est pour ça que des gens à qui on met des patchs, bien souvent, non seulement ils ont le patch, mais en plus ils fument. Donc ce qu'on dit, c'est donc le mot qu'on utilise peut-être, c'est le psychocomportemental. Absolument. Il est fondamental. Ok. Alors, il y a un autre livre qui m'a interpellé un peu, c'est L'animal en nous. Oui. Ce livre-là a été un livre que j'ai écrit, qui a d'ailleurs étonné beaucoup de mes lecteurs parce qu'ils ils m'attendaient pas sur ce terrain-là, qui est un livre que j'ai écrit parce que de la même manière que j'avais déjà commencé à aborder la question dans un autre livre qui s'appelle Les sources de la maladie, j'ai essayé d'expliquer que les êtres humains sont de plus en plus souvent dans le malaise, voire malades, parce qu'ils respectent de moins en moins les vivants, et que parmi le vivant qu'on ne respectait pas, il y avait aussi le monde de la nature et des animaux. Et dans Aux sources de la maladie, j'avais poussé un grand coup de gueule en disant que nous vivions des temps barbares, quand j'évoquais la façon avec laquelle on élève, on abat et on martyrise les animaux. Et j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans cette écriture et d'essayer d'expliquer qu'il y avait depuis l'aube de l'humanité et dans toutes les traditions du monde des philosophies, des grands penseurs, que ce soit de l'époque grecque ou orientale ou même actuelle, qui constataient et qui envisageaient que, contrairement à ce que M. Descartes avait envisagé de nous faire croire, à savoir que les animaux étaient dénués de toute âme et de toute conscience, eh bien au contraire, ceux-ci ont des âmes et des consciences, ont des comportements qui sont particulièrement troublants et sur lesquels on devrait réfléchir. L'animal est quelque chose qui a une conscience extrêmement sophistiquée et élaborée, qui a une conscience et une notion de l'histoire, qui a une mémoire, qui sait éduquer, qui, contrairement à ce qu'on disait, est capable de construire des processus compliqués,
est capable de transmettre ces processus, d'éduquer ses propres enfants, et n'est pas uniquement une forme de vie a priori soumise à un instinct pur et simple. Et donc j'ai développé dans ce livre, L'animal en nous, toutes les lectures et les visions à travers l'histoire d'un jeune étudiant qui rencontre un vieux maître qui lui explique les sciences naturelles, combien un certain nombre d'études, combien des éthologues qui ont étudié et observé les animaux ont pu constater et démontrer qu'effectivement les animaux étaient bien plus des frères que des objets dont on pouvait se servir à merci. Pour illustrer le propos et le rendre un peu ludique, je suis allé jusqu'au bout du principe en illustrant un certain nombre de grands personnages du monde politique d'aujourd'hui à travers les similitudes de comportement et d'attitude qu'ils ont avec un certain nombre d'animaux. Et j'ai donc une galerie d'un certain nombre de personnages qui est assez troublante, à la fois dans ce qui est la question du visuel et dans ce que sont les comportements. Et cette partie-là, qui est la partie la plus ludique, déclenche en général quelques bons éclats de rire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour donner un peu plus envie à nos auditrices et nos auditeurs d'aller lire votre livre? Écoutez, que dire dans les exemples concrets? Je sais pas, dans les exemples concrets, vous avez par exemple quelqu'un qui est peu connu, dont on parle peu, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le comportement et la façon de faire est assez directement assimilable à celle d'un babouin, qui est un singe du sol, qui règle les choses par la force et le conflit, qui a le complexe de la hauteur. C'est un singe qui ne grimpe pas dans les arbres, sauf la nuit pour dormir, et qui est un singe qui a comme particularité, tout en étant le chef de la troupe et du harem, qu'il ne laisse rentrer dans la troupe et le harem que les autres congénères dont la femelle dominante a décidé qu'ils étaient valables ou non. Enfin, il y a tout un processus comme ça qui est assez amusant, qui est assez ludique. D'autant plus que j'ai une galerie de portraits, j'ai une galerie d'images où il y a notre président actuel que je compare avec une otarie, qui est cet animal marin un peu grassouillé et qui, pour conquérir une femelle, est capable de rester 3 semaines sur une plage sans manger pour perdre des kilos et pour lui plaire. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est dans une analogie extrêmement troublante. C'est parfait, hein, c'est parfait. C'est l'exemple. Bon, c'est dommage que vous avez choisi 2 personnes que presque personne ne connaît pas. Voilà. Donc on aurait choisi quelqu'un plus connu, mais bon, c'est déjà ça. Mais il y a des choses assez où il y a les lecteurs intéressés verront ça. Il y a Rachida Dati, il y a Dominique de Villepin. Mais Rachida Dati, quel est l'animal? Rachida Dati, c'est la hyène. Ah, alors là, bon, je peux pas me permettre. Voilà, vous verrez des photos très troublantes. Il y a un sourire de prédateur qui est assez intéressant. La hyène est un animal extrêmement particulier, qui est un animal dominant dans le groupe. Et en dehors du fait que c'est ce qu'on appelle un prédateur de 2e ordre, c'est-à-dire qu'elle est toujours cachée derrière un autre grand prédateur. Elle tue jamais, rarement directement elle-même, mais elle se sert et elle se nourrit souvent des proies que les grands prédateurs ont tuées pour elle. Et la particularité de la hyène, c'est que quand elle a des enfants, on ne connaît jamais le père. Bon, ce que je peux vous dire, Michel Odoul, c'est que, à mon avis, il faut du courage pour pouvoir parler directement des sujets comme ça. Est-ce que, donc la question elle est pertinente, mais est-ce que vous avez, entre guillemets, vous n'avez pas peur de dire autant de vérité dans votre livre sur des personnalités publiques? Vous savez, à la fois les choses ont été écrites d'une manière ludique, c'est-à-dire qu'on n'est pas quand par exemple je parle des prédateurs de 2e ordre et de la hyène, j'explique très clairement qu'il n'y a pas une seule forme de vie, un seul animal qui n'est pas utile à la création. Et que partant de là, ça n'est pas parce que certains nous semblent plus ou moins sympathiques que ça veut dire que ils sont inutiles ou ils n'ont pas un rôle à jouer. La deuxième des choses, c'est que vous savez, au-delà du côté amusant et on va dire un peu provoquant et taquin de ce qui est écrit là, je suis largement en dessous de la plupart des chroniqueurs, des caricaturistes et des gens qui dans les cabarets, si vous voulez, égratignent beaucoup plus brutalement que je ne le fais les individus. Donc,
le courage. Il y a un moment donné, voilà, il faut être capable de dire ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés dans lesquelles, si un certain nombre de messages veulent passer, il faut pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont fait le choix, eux, de mettre leur vie dans le public. Et donc à partir de là, sur lesquels, je pense, et avec mon éditeur, on était assez clair et assez d'accord sur le sujet, nous ne sommes pas dans une écriture qui est diffamatoire, nous sommes dans une écriture qui est celle de la caricature et du caricaturiste. Très bien, parce qu'après, bon, ça c'est des personnes publiques, mais après, quand on va lire le livre, il faut aussi se trouver dedans. On aura certainement peut-être un animal qui nous correspond, un lien. Voilà, et la clé est simple. Il faut simplement observer quel est l'animal dont le comportement, l'attitude et l'allure générale nous ressemblent. C'est ça qui est intéressant. C'est à partir de là qu'on va pouvoir en déduire quelque chose. C'est pour ça que je nomme et je cite, etc., ou je cite Valérie Pécresse, que je compare au Yorkshire, et etc., et je me cite moi-même à la fin, où je me recompare, moi, à un épervier, donc à un rapace, qui n'est pas obligatoirement l'individu ou le type d'animal qu'on va considérer comme étant peut-être le plus sympathique. La question, elle est qu'il n'y ait pas il n'est pas juste de mettre des notions de valeur là-dedans. En revanche, d'en faire une illustration comparative qui nous amène à comprendre de façon non anthropomorphique qu'il peut y avoir chez les animaux des comportements qui soient très humains, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors vous êtes bien dans la voie depuis ce que disaient les grands philosophes, connais-toi toi-même. Absolument. Donc c'est le but de nous aider à nous connaître mieux nous-mêmes. Absolument. Pour pouvoir être nous-mêmes, en quelque sorte. Ah ben après, ça c'est l'idéal. Alors, j'ai un autre livre là devant moi que c'est Cheveux, parle-moi de moi. Oui. Alors ça c'est intéressant aussi. Ben, ça c'est un ouvrage que j'ai écrit avec un de mes anciens élèves qui est un coiffeur qui a eu une renommée internationale, qui a été champion du monde de coiffure, qui a été le coiffeur particulier de la reine Nour de Jordanie, etc. Donc un grand monsieur. Et qui était venu se former à des formations en énergétique et en psycho-énergétique, et qui me disait mais tiens, c'est amusant ce que tu dis, mais moi des fois quand je traite des cheveux, que je les coupe d'une certaine manière, il y a des libérations émotionnelles qui se produisent. Et donc je lui ai dit, si tu veux, on va essayer de travailler là-dessus et d'en faire quelque chose. Et le but de cet ouvrage, c'est de montrer combien les cheveux sont en fait des fils de mémoire extrêmement intéressants, qui emmagasinent un certain nombre de tensions et de contraintes, voire de mémoire émotionnelle, qui, lorsqu'on les travaille d'une certaine façon, à la fois vont nous parler de nous, bien sûr, c'est-à-dire ça n'est pas par hasard si nous avons l'arrêt à droite, l'arrêt à gauche, etc., les oreilles couvertes ou découvertes, on décode un petit peu tous ces éléments-là, et qu'en plus, si nous sommes soumis à des tensions ou à des mémoires émotionnelles qui sont contraignantes, on peut, à travers une façon particulière de travailler sur le cheveu, qu'il pratique, lui, à travers avec un rasoir, un coupe-chou, mettre le cheveu en vibration pour lui permettre d'éliminer la mémoire qui a été emmagasinée. Mmh. Et donc, c'est effectivement un livre qui a eu aussi beaucoup de succès, hein, et Rémi Portrait, maintenant, fait même des formations dans lesquelles il forme des coiffeurs à cette méthode, à cette technique particulière de travailler le cheveu. Alors, Jean Pélissier, dans de ses ouvrages, je sais que vous connaissez personnellement Jean Pélissier, il dit que presque du jour au lendemain, si on a été soumis sur une forte peur, les cheveux ils peuvent blanchir du jour au lendemain. Est-ce que vous partagez? On a un exemple extrêmement précis de ça dans l'histoire de France, c'est Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette, on est venu lui annoncer la veille de son passage à la guillotine qu'elle serait guillotinée le lendemain. Le soir, en se couchant, elle avait les cheveux noirs. Quand elle s'est levée le lendemain matin, elle avait les cheveux blancs. Donc une peur intense, un choc émotionnel violent, et la confrontation réelle ou fantasmée à la mort peut amener à ça, ou amener à des chutes brutales, voire des pertes totales de cheveux. Alors quand on voit par exemple les gens qui sont un chauve, est-ce qu'il y a aussi une relation avec ça? Est-ce que c'est héréditaire ou plus que ça? Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, au-delà de la question de dire mais c'est la présence de testostérone, c'est bien entendu qu'il y a toute cette notion biochimique. La question qu'il faut se poser, c'est à ce moment-là, par exemple, notamment chez les hommes qui perdent leurs cheveux, pourquoi est-ce que la testostérone n'agit qu'à certaines zones qui sont toujours les mêmes?
c'est-à-dire au niveau du vertex arrière, sur l'avant, sur les tempes, et rarement, par exemple, sur les côtés ou l'arrière de la nuque. C'est-à-dire qu'il y a des implantations de cheveux qui sont très particulières et qui peuvent être mises en lien avec des mécanismes et des trajets de méridiens énergétiques. À partir du moment où l'individu est soumis à une tension qui s'appuie sur ces énergies-là, il y a un phénomène biologique qui se met en place de vasoconstriction des capillaires et qui évidemment va amener à l'étouffement ou à la malnutrition de la racine du cheveu qui va finir par mourir. Il faut savoir que suivant les individus, suivant les situations données, eh bien l'individu va éventuellement, si les énergies concernées sont en mauvaise qualité, sont insuffisantes, pouvoir rencontrer effectivement des pertes de cheveux. Ok, magnifique. Je pense que nos auditrices et les auditeurs, ils auront envie de vraiment aller découvrir. Après, vous avez parlé tout à l'heure d'un autre ouvrage, c'est Aux sources de la maladie. Oui. Alors, c'est une question bien actuelle, c'est qu'on a toujours cette envie de comprendre l'origine de la maladie. Oui. Alors, dans cet ouvrage, vous allez un peu vers ce sens de donner aux gens la vision de la source de la maladie. Voilà, c'est vraiment un ouvrage où je pousse un vrai coup de gueule, c'est-à-dire où je dis mais quand est-ce que nous allons arrêter de marcher sur la tête? C'est-à-dire j'explique qu'à travers les modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui, que ce soit dans notre réalité physique, dans nos comportements sociétaux et alimentaires, ou que ce soit dans nos comportements psychiques, la manière dont on élève les enfants, la manière dont on comprend le monde, la manière dont on se conçoit et se pense soi-même, nous tissons les racines même de ce qu'est la future maladie. Les comportements des êtres humains sont immunodéprimants. On peut se poser la question de se dire, le vivant que nous croyons manger, qui en fait n'est que de la mort, qu'à travers les animaux et toutes ces alimentations hyper carnées que nous consommons, est-ce que ce n'est pas en fait en nous des mémoires de tension, de souffrance, de stress et de violence que nous ingérons et qui ne sont finalement que le retour de ce mépris du vivant qui est le nôtre? Est-ce que ce mépris du vivant que nous avons ingéré à travers ces cadavres morts n'est pas finalement quelque chose qui finit par avoir une facture à l'intérieur de nous? Et je cite là une expérience qui a été faite par un chercheur nord-américain qui s'appelait le professeur McConnell, qui a démontré combien, dans l'alimentaire, ce que nous consommons ne nous apporte pas que des lipides, des glucides et des protides, mais sans doute également des signaux biochimiques, des messages, voire des messages vibratoires, qui sont des choses qui sont peut-être porteurs de mémoire donnée. Et que finalement, chaque fois que nous ingérons un animal qui a souffert, une partie de sa souffrance, nous l'ingérons aussi. Ça finit par produire des réactions pathogènes à l'intérieur de notre corps. Mais un peu de la même manière que ce qu'on a vu avec la vache folle, en faisant manger à des vaches, c'est-à-dire des herbivores, de la viande, et en plus de la viande qui souvent était des carcasses de moutons qui étaient des moutons fous, on a rendu les vaches folles. Le deuxième champ dans lequel je vais travailler sur ce qu'est la question du non-respect du vivant, c'est sur la manière avec laquelle on se comporte avec les individus, et en particulier notamment les enfants, mais même les autres au niveau du quotidien. Et comment les comportements sociétaux que nous avons, les manières d'éduquer les gens, les manières de les mettre dans un rapport de crainte permanent à la vie, c'est que finalement, nous fabriquons aussi sur le plan psychique des gens qui sont immunodéprimés et qui sont dans une fragilité extrême. Nous sommes aujourd'hui dans un rapport à la vie qui a peur de la vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on dit ça risque de réussir ou ça risque de marcher? C'est-à-dire nous sommes dans une espèce d'exacerbation du principe de précaution qui fait que nous étouffons complètement les pulsions et les principes de vie en nous-mêmes. Nous ne sommes plus capables de comprendre que la vie est un risque à prendre. Eh bien, nous, on a un collègue là à la radio, c'est Thierry, il dit assez souvent, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Absolument, absolument. Alors, une question que j'aimerais vous poser, c'est, après tout ça, donc on a parlé beaucoup, et c'est vraiment merveilleux de vous entendre. Moi, je pense que je pourrais rester des journées à vous poser des questions et à vous entendre, parce que vous expliquez très bien, simple, c'est génial vraiment de vous entendre. Alors, une question, c'est comment trouver notre harmonie intérieure? Alors ça, c'est une question très difficile. Je pense qu'il y a quelques clés simples et basiques. Je pense que la première d'entre elles, c'est de refaire un peu confiance à la vie, de refaire un peu confiance à ce que les anciens avaient compris, de ce que pouvait être le bon sens de la Terre et de ce que pouvait être le bon sens de la référence au monde. Il y avait un adage qui était carpe diem,
C'est-à-dire, préoccupe-toi du présent, préoccupe-toi de l'instant. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le soleil se lève, et même s'il y a des nuages et qu'on ne le voit pas, il est au-dessus de ces nuages. Nous devons absolument réinstaurer un rapport phénoménal et fondamental de confiance à la vie. La vie est un flux extraordinaire qui n'attend qu'une chose, c'est notre autorisation pour pouvoir circuler librement en nous. Or, ce sont nos peurs, nos restrictions, nos retenues, tous nos empêchements, ce sont tous nos doutes sur ce que nous sommes et sur notre capacité à être de vrais êtres vivants qui fait que la vie a du mal à circuler en nous. Il y a donc un vrai besoin de réconciliation avec nous-mêmes et avec cette vie. Alors, simplement réapprendre à respirer, c'est absolument, vous savez, fabuleux et extraordinaire de se donner de temps en temps 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure et d'aller se promener dans un parc, dans un bois, de faire un peu de silence à l'intérieur, de quitter l'agitation qui fait qu'il n'y a plus d'espace pour nous, pour la méditation ou la prière, quelle que soit la forme qu'on lui donne. Et de partir dans la campagne, dans la vallée, d'observer un paysage, de regarder les sommets des montagnes enneigées, d'aller sentir une fleur, de s'asseoir quelque part, de regarder les oiseaux, comment ils vivent et ce qu'ils font, enfin, simplement de réinstaurer un rapport au réel et au vivant que nous sommes, pour finalement se dire, mais, en dehors de toute cette espèce de soupe imbécile qu'on nous vend, est-ce que la vie n'est pas quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus serein? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va sortir des quotidiens et qu'on va changer le monde d'un coup de baguette magique. Ça veut simplement dire qu'on va se remettre soi-même au centre de sa propre vie. Et qu'un certain nombre d'éléments pour lesquels on court après vont finalement peut-être moins avoir d'importance. Que chaque fois qu'on est confronté à un problème, il y a juste une question à se poser. C'est de se dire, ça, ce problème, ce qui me stresse là en ce moment, dans 1 an, qu'est-ce que ça signifiera pour moi? Et là, on va se rendre compte que 90% des problèmes ou des stress disparaissent. Alors, une autre question très pertinente, c'est les gens qui sont déjà dans plusieurs démarches, parce qu'il y en a plusieurs approches, heureusement, il y en a de plus en plus, oui, comme le shiatsu. Alors, on propose aux gens de faire des exercices chez eux. Et donc, il y a eu une enquête qui a démontré que le facteur numéro 1 d'échec, c'est que les gens, ils ont du mal à avoir de la régularité, ce qu'on appelle la autodiscipline. Qu'est-ce que, Michel Odoul, qu'est-ce que vous en proposez pour les gens qui ont cette question, que c'est une grande majorité? Oui, dans un de mes livres, je crois que c'est aux sources de la maladie, d'ailleurs, je pense que j'évoque ça, je donne une petite technique qui s'appelle la technique post-it. Il faut que l'individu intègre une chose fondamentale, c'est que le quotidien est un piège qui peut tout laminer. Et qu'il y a une nécessaire vigilance à avoir sur soi et pour soi. Que ce soit par rapport aux choses qu'on a à faire ou aux manières avec lesquelles on se pense. Et donc il faut se mettre un certain nombre de petits pense-bêtes à des endroits stratégiques pour se rappeler ces petits exercices qui sont à faire. Alors un petit post-it jaune sur la glace de la salle de bain ou sur la table de nuit ou sur la porte du frigo peuvent être une manière intéressante de se rappeler à la mémoire qu'on a un petit exercice à faire. La deuxième des choses qui rend les choses difficiles, c'est que quand nous rentrons du travail ou que nous sommes fatigués, épuisés, nous n'avons pas vraiment envie, nous avons peu de temps à consacrer à ça. Alors à ce moment-là, il faut commencer par faire des exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps. Des petites choses qui prennent 5 minutes, etc. Et si on se rend compte que malgré ça, on a une vraie difficulté à être régulier dans ses habitudes et dans ses pratiques, je pense que dans un premier temps, il faut se faire aider et sans doute aller s'inscrire dans un collectif, que ce soit du yoga, du tai chi, du qigong, des choses comme ça, mais comme ça peut d'ailleurs être, ou autrement, d'aller dans un cours de peinture, dans un cours de poterie, dans un cours de broderie. Vous savez, c'est incroyable de voir qu'un des grands succès de librairie aujourd'hui, ce sont des petits ouvrages de coloriage pour adultes. Comme les mandalas. Oui, des petits mandalas, mais même des fois des choses encore beaucoup plus simples que ça. Alors que finalement, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement le fait qu'on se redonne quelques instants où on redevient soi-même et on fait quelque chose pour soi qui ne semble pas avoir d'utilité directe et immédiate comme ça et qui en fait est une ressource fabuleuse. Alors, on a presque fait le tour, donc on a encore 6 minutes devant nous. Et une question qui vient assez souvent quand on parle de acupuncture, de shiatsu, c'est ce concept que pour nous, les occidentaux, on a du mal peut-être encore à comprendre, c'est le concept d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous donner
une explication le plus simple que vous pouvez. C'est quoi cette énergie? Parce qu'on comprend bien que le sang, il circule, que la lymphe, elle circule, mais l'énergie, on n'a pas trop cette culture. Est-ce que vous pouvez nous apporter une vision sur ce que c'est cette énergie qui est dans notre corps? Alors, le concept de l'énergie est un concept qui peut être très complexe à expliquer. On est sur un champ qui est un champ vibratoire et informationnel. Ce qui permettrait le mieux de comprendre ce que c'est que cette notion d'énergie qui nous vient de l'Orient, ce sont les travaux et les concepts de la physique quantique. Donc là, on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu complexe. Si on veut expliquer d'une façon très simple ce que c'est que cette notion d'énergie, il faut essayer de comprendre, par exemple, comment ça fonctionne dans le corps, par exemple pour le système nerveux. Quand le cerveau émet un ordre ou une commande, et qui amène le pouce, l'index ou la main ou le poignet à bouger, il y a une information qui a été donnée du cerveau vers ces zones corporelles. Cette information, elle circule à travers un réseau particulier, qui est le réseau des nerfs. À l'intérieur de nous, nous avons des réseaux particuliers qui sont aussi des réseaux électromagnétiques, dans lesquels circulent aussi des champs informationnels, qui sont ces fameuses énergies. Et c'est ça le fameux trajet des méridiens d'acupuncture. L'énergie est donc quelque chose qui, comme un flux électromagnétique, porte de l'information, amène de l'information, et fait que des structures biologiques qui sont en lien avec cette information et capables de la capter vont modifier un certain nombre de comportements. On sait maintenant, physiquement parlant et médicalement parlant, que les cellules ont des échanges entre elles, communiquent entre elles, que les synapses nerveux, bien entendu, eux aussi, par des neurotransmetteurs, etc., et par des courants électromagnétiques extrêmement faibles, circulent entre eux. C'est pour ça que quand on met, par exemple, des électrodes sur le crâne de quelqu'un, on peut faire un électroencéphalogramme. Et donc, il faut savoir que là, ces champs électromagnétiques qu'on peut capter sont des champs qui sont un peu plus vulgaires, un peu plus gros que ne le sont ceux des fameuses énergies qu'on connaît en acupuncture. Oui, je comprends très bien. Donc, si on prend l'électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme, c'est une façon de mesurer l'activité électrique du cerveau et du cœur. Voilà. Eh bien, il faut savoir qu'à travers la notion des énergies qui circulent dans les méridiens d'acupuncture, il y a aussi une activité qui, ce n'est plus simplement électrique, mais c'est bioélectromagnétique, si j'ose dire, qui fait que l'ensemble de notre organisme fonctionne correctement ou non. Alors, pour qu'on puisse vraiment, parce que j'espère déjà qu'on puisse avoir une deuxième opportunité de vous inviter, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et vous transpirez vraiment, c'est pas un éloge, mais vous transpirez de la sagesse dans la façon que vous avez de vous communiquer. Donc on a envie de vous réinviter une deuxième fois. J'espère que vous soyez ouvert. Et oui, sans problème. Pour avec terminer aujourd'hui, oui. Oui, avec grand plaisir. Et j'aimerais juste qu'on puisse laisser un conseil, si c'est un conseil, ou alors qu'est-ce que vous proposez d'une façon pratique à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent se relaxer, tandis que on a parlé de beaucoup de choses et on comprend bien qu'un des grands débuts, c'est se relaxer. Oui. Alors, que peut-on dire aux gens qui nous écoutent, une technique, une approche pour qu'ils puissent se relaxer, qu'ils puissent le pratiquer maintenant? Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, extrêmement facile et qui ne coûte pas un centime. C'est la respiration. Il faut savoir que la respiration, c'est la fonction physique qui a une action à la fois sur le système nerveux moteur central, volontaire, conscient, et sur le système nerveux inconscient qu'on appelle le neurovégétatif. Si vous me permettez, qu'on appelle aussi le système nerveux autonome. Voilà, absolument. Et la respiration est vraiment un outil extraordinaire de détente et de relaxation. Alors comment faire? Lorsqu'on se sent en tension ou stressé, on est à son bureau par exemple. On va s'asseoir simplement avec le dos calé, bien droit à la chaise, les pieds bien à plat sur le sol, les mains posées à plat sur le bureau. On va fermer les yeux, on va porter son attention sur son ventre, et on va sentir que quand on inspire, le ventre se gonfle, et quand on expire, le ventre se relâche. Et on va faire comme ça 5 respirations profondes. En inspirant profondément, on retient très légèrement la respiration en fin d'inspiration, puis ensuite on va expirer très lentement et très profondément en retenant légèrement la respiration en fin d'expiration. Une fois qu'on a fait ça, on a les épaules qui sont détendues, on peut réouvrir les yeux. Ça prend 2 minutes, même pas. Et c'est quelque chose qui est d'une manière incroyablement détendante, une façon avec laquelle, en fait, on se réconcilie, on se reconnecte, on se recentre vers une zone organique qui est majeure pour la respiration et à laquelle on ne pense pas, qui est la zone abdominale.
Merci. Alors, ce que je propose, c'est surtout ne pas croire ce qui vient de dire Michel Odoul, mais comprouvez-le en le faisant. Donc, ne croyez pas ce qu'on vous dit, mais essayez de voir qu'est-ce que votre corps, il vous répond. Michel Odoul, je vous remercie vraiment. C'était un grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Et à nos auditrices et nos auditeurs, je vous dis comme d'habitude, soyez vous-même. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.